la nuit où l'avion a disparu. Le 8 mars 2014, un vol de Malaysia Airlines transportant 239 personnes s'est volatilisé. Pas d'appel de détresse, pas de débris, rien. Juste le silence. Pendant plus de 10 ans, des experts ont dépensé plus de 200 millions de dollars pour sonder le fond des océans, sans rien trouver. Mais aujourd'hui, un ingénieur britannique à la retraite, Richard Godfrey, affirme avoir percé le mystère en utilisant des signaux radio faibles, presque invisibles, que personne n'avait pensé à examiner. Certains scientifiques crient à l'impossible. D'autres sont stupéfaits. S'il a raison, nous savons enfin où repose l'épave du MH370. Alors, qu'a-t-il découvert? Sa méthode peut-elle résister à un examen rigoureux? Et l'épave est-elle vraiment là? Plongeons dans l'histoire. Si vous êtes fasciné par les mystères de l'aviation, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rater aucune de nos enquêtes. La nuit où l'avion s'est évanoui. Vous pensez peut-être connaître l'histoire du MH370. Ou du moins, vous croyez la connaître. Un avion décolle, s'enfonce dans la nuit, et puis, disparu. Mais la vérité est bien plus complexe, bien plus glaçante, et elle soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Remontons le temps. Le 8 mars 2014, le vol MH370 de Malaysia Airlines, un Boeing 777, décolle de Kuala Lumpur juste après minuit, à minuit 41 précisément. À bord, 239 personnes, des voyageurs d'affaires, des touristes, des familles entières en route pour Pékin. Pendant la première demi-heure, tout semble d'une banalité déconcertante. Montée fluide, échange routinier avec le contrôle aérien. Rien d'alarmant. Puis viennent les derniers mots jamais entendus depuis le cockpit. À 1h19, le contrôleur malaisien demande à l'équipage de contacter le Vietnam en entrant dans leur espace aérien. La réponse du pilote? Calme, comme toujours, bonne nuit, Malaysia 370. 2 minutes plus tard, à 1h21, le transpondeur de l'avion s'éteint. Cet appareil, c'est ce qui permet aux contrôleurs aériens de connaître l'identité, l'altitude et la vitesse de l'avion. En d'autres termes, ce qui le rend visible sur les radars civils. Soudain, il disparaît. Pour le monde extérieur, l'avion semble s'être évaporé. Mais voici le premier rebondissement, et il est de taille. L'avion n'a pas vraiment disparu. Pas encore. Si les radars civils ont perdu, les radars militaires malaisiens, qui fonctionnent différemment, comme un faisceau de lampes torches réfléchissant sur un objet, captent encore quelque chose. Un écho non identifié apparaît, et les enquêteurs confirmeront plus tard qu'il s'agissait probablement du MH370. Mais maintenant, l'avion ne suit plus du tout sa trajectoire initiale. Il effectue un virage brusque à gauche. Pas une dérive, pas une hésitation. Un virage délibéré et contrôlé. Au lieu de poursuivre vers le nord-est en direction de Pékin, il fait demi-tour vers l'ouest, traversant la péninsule malaise, passant même au-dessus de son propre point de départ. Puis il continue, filant vers la mer d'Andaman. Les radars militaires le suivent encore 1 heure, jusqu'à 2h22, lorsqu'il disparaît de leurs écrans au nord-ouest de l'île de Penang. Après ça, rien. Imaginez-vous dans la salle des radars, observant cet écho, celui d'un avion de ligne, qui s'éloigne de la carte. Pas d'appel de détresse, pas de code d'urgence, pas d'explication. Juste parti. Mais l'histoire devient encore plus étrange. Car si l'avion ne communique plus avec le contrôle aérien, il murmure encore dans l'espace. Le système satellite de l'appareil, l'unité de données satellitaire, se reconnecte discrètement à un satellite Inmarsat au-dessus de l'océan Indien. Ce n'était pas conçu pour suivre les avions, juste pour un échange de maintenance, un simple « je suis là ». Mais ces signaux fantomatiques deviennent les seules traces réelles du trajet du MH370 pendant les 6 heures suivantes. Il y a eu 7 de ces poignées de main au total. Sans boîte noire, sans radar, sans appel radio. Ces signaux deviennent les miettes sur lesquelles les enquêteurs s'accrochent. En utilisant 2 données clés, le décalage temporel des signaux Burst Timing Offset et le décalage séquentiel Burst Frequency Offset, un effet Doppler, les ingénieurs tentent de retracer le chemin de l'avion. Ce qu'ils obtiennent, ce sont des arcs, d'immenses arcs s'étendant sur la planète, l'un pointant vers le nord, à travers l'Asie, l'autre plongeant vers le sud, dans l'immense vide de l'océan Indien. La piste nordique est vite écartée, trop de radars, trop de militaires surveillant cet espace. Quelqu'un aurait vu un Boeing hors de contrôle. Toute l'attention se porte donc vers le sud. Cela mène à ce qu'on appelle aujourd'hui le 7e arc, la dernière ligne tracée à 8h19 lorsque le dernier signal est reçu. Selon les calculs, c'est à ce moment que le MH370 a probablement épuisé son carburant, s'écrasant quelque part le long de cette courbe solitaire dans l'océan Indien.
Et ainsi commence l'une des recherches les plus vastes et coûteuses de l'histoire de l'aviation. Des dizaines de navires, d'avions et, plus tard, de drones sous-marins scrutent une zone de 120 000 km² de fond marin, l'équivalent de la taille de la Pennsylvanie. Pour donner une idée, pendant des années, ils traînent des sonars sur le fond de l'océan. Et que trouvent-ils? Rien. Enfin, pas tout à fait rien. Avec le temps, quelques débris échouent sur les côtes. Un flaperon à l'île de la Réunion, des panneaux intérieurs au Mozambique, d'autres fragments à Madagascar. Mais ces débris ne fournissent pas de preuves décisives. Pas d'enregistreur vocal du cockpit, pas de données de vol, pas de vraie réponse. Si cette histoire vous intrigue, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines vidéos sur les grands mystères non résolus. Cliquez sur le bouton juste là et rejoignez notre communauté de curieux. L'histoire que tout le monde a crue, mais qu'il ne fallait pas. En réalité, quand on écarte tout le bruit, l'histoire officielle du MH370 est presque trop simple. Peut-être trop simple. Dans les années qui suivent la disparition, les enquêteurs, les médias et même certains experts en aviation s'accrochent à une explication. La voici. Le capitaine Zahari Ahmad Shah, un pilote chevronné de 53 ans avec plus de 18 000 heures de vol, aurait détourné son propre avion. Selon cette version, il aurait calmement désactivé les systèmes de communication, effectué un demi-tour au-dessus de la Malaisie, dépressurisé la cabine pour que tous les passagers perdent conscience, puis continué à voler vers le sud pendant près de 7 heures. Une fois le carburant épuisé, le Boeing 777 aurait glissé doucement dans l'océan Indien, dans ce que certains appellent vol fantôme ou vol zombie. Sur le papier, ça ressemble à une intrigue hollywoodienne. Un pilote respecté qui devient le méchant, emmenant 239 personnes vers leur destin. Mais quand on regarde les preuves de près, cette théorie s'effondre sur au moins 3 points majeurs. D'abord, les données satellitaires, qui sont la colonne vertébrale de cette théorie. Les dernières données, vers 8h19, montrent quelque chose d'étrange. Le décalage séquentiel BFO suggère que l'avion ne glissait pas doucement, comme un appareil sans moteur tentant un amérissage. Au contraire, les chiffres indiquent une chute brutale, une accélération soudaine vers le bas. Pensez plus à un piqué qu'à une descente contrôlée. En 2016, le Bureau australien de la sécurité des transports, ATSB, a analysé ces données et estimé que l'avion descendait à une vitesse pouvant atteindre 15 000 pieds par minute. Ce n'est pas une descente maîtrisée. C'est une chute libre. Et cela seul rend la théorie du pilote suicidaire ou de épuisement de carburant très fragile. Ensuite, les débris ou plutôt les rares fragments que nous avons. Le premier morceau confirmé, le flaperon retrouvé en juillet 2015 à La Réunion, ne correspond pas à ce qu'on attendrait d'un amérissage doux. Le bord de fuite était déchiqueté, comme sous l'effet d'un flûté, un phénomène qui se produit quand une surface de contrôle vibre violemment dans un flux d'air à haute vitesse. Les volets étaient également rétractés, indiquant que l'avion était en configuration de croisière, pas préparé pour un atterrissage. D'autres fragments, comme une section de volet trouvée en Tanzanie, montrent des signes de fracture par surcharge, suggérant un impact violent à haute énergie. Si l'avion avait tenté un amérissage contrôlé, on s'attendrait à des volets déployés, des débris plus intacts, voire des sections de fuselage flottantes. Au lieu de cela, les fragments témoignent d'une destruction brutale. Et enfin, le plus gros défaut, la recherche elle-même. Les gouvernements ont dépensé des centaines de millions de dollars pour explorer l'océan Indien, cartographiant plus de 120 000 km² de fond marin. Mais tout repose sur une chaîne d'hypothèses. Les signaux satellites donnaient une trajectoire précise, la consommation de carburant correspondait au modèle, l'autopilote maintenait l'avion en ligne droite jusqu'à l'épuisement du carburant, et le 7e arc était une vérité absolue. Mais les hypothèses sont dangereuses. Année après année, avec des navires traînant des sonars et des drones sous-marins ne trouvant que des crêtes volcaniques et des tranchées profondes, la vérité est devenue évidente. Ils cherchaient au mauvais endroit. C'était un cas classique de biais de confirmation, croire si fort en une théorie qu'on force chaque preuve à s'y conformer. L'histoire du pilote suicidaire était simple et vendeuse pour les gros titres, mais les preuves réelles étaient confuses et contradictoires. Si vous voulez en savoir plus sur les mystères qui défient les explications officielles, abonnez-vous maintenant et plongez avec nous dans ces enquêtes fascinantes. Où cela nous mène-t-il? Quand la recherche officielle est suspendue début 2017, les gens sont frustrés, en colère, désespérés. Les familles des victimes n'ont toujours pas de réponse. Les experts en aviation admettent leur perplexité. Et le public reste avec une histoire qui ne tient pas debout. Si l'explication du capitaine Zahari est fausse, alors quoi? Les données satellites ont-elles été mal interprétées?
Les débris indiquent-ils un crash totalement différent? Ou existe-t-il une autre méthode, une technologie négligée, capable de suivre le MH370 plus précisément que tout ce que les équipes officielles ont essayé? C'est là qu'entre en scène Richard Godfrey. Cet ingénieur aérospatial britannique à la retraite, passionné de casse-tête, décide d'adopter une approche totalement différente. Alors que les gouvernements s'obstinent sur les signaux satellites, Godfrey pose une question que personne n'avait osé poser. Et sa réponse va bouleverser tout ce qu'on pensait savoir sur le MH370. L'idée folle de Richard Godfrey, qui n'est peut-être pas si folle. 2 ans après que tout le monde a abandonné l'espoir de retrouver le MH370, un homme dans la soixantaine, assis tranquillement dans son bureau, se pose une question si étrange qu'elle semble sortie d'une blague. Et si un avion disparu pouvait être suivi? Pas avec des satellites, pas avec des radars, pas même avec des technologies militaires, mais par des radioamateurs bidouillant dans leur garage? C'est le genre de question que Richard Godfrey, ingénieur aérospatial britannique à la retraite, commence à se poser 2 ans après la disparition. Alors que les gouvernements dépensent des millions pour des recherches qui ne mènent à rien, Godfrey n'est pas satisfait. Il a passé sa vie à résoudre des énigmes d'ingénierie, et celle-ci est la plus grande qu'il ait jamais rencontrée. Il se penche alors sur une technologie presque inconnue en dehors de la communauté des radioamateurs, le WSPR, Weak Signal Propagation Reportée. Ce système, inventé dans les années 2000, repose sur des milliers de radioamateurs à travers le monde qui envoient des signaux radio très faibles, souvent moins d'1 watt, l'équivalent d'une veilleuse toutes les quelques minutes. Ces signaux, bien que faibles, rebondissent sur l'ionosphère et parcourent des milliers de kilomètres. Imaginez le WSPR comme une toile d'araignée géante étendue sur le globe. Chaque fil est un de ces signaux faibles voyageant entre 2 stations. La plupart du temps, cela sert juste à savoir jusqu'où les signaux peuvent aller. Mais Godfrey réalise quelque chose d'énorme. Si un gros avion traverse un de ses fils, il laisse une perturbation. Ce n'est pas spectaculaire, juste une légère baisse de l'intensité du signal ou un petit décalage de fréquence, parfois moins d'1 décibel. Mais ces perturbations sont enregistrées à chaque fois dans une base de données en ligne appelée WSPRNet, qui contient des milliards de ces tweets radio du monde entier. Godfrey se dit, si le MH370 a vraiment traversé l'océan Indien cette nuit-là, il a dû croiser des dizaines de ses fils invisibles. Et s'il pouvait trouver ces perturbations, il pourrait retracer le trajet de l'avion comme un chemin de miettes. Il retrousse ses manches et se met au travail. Ce n'est pas un projet de week-end, ça devient une obsession. Pendant 3 ans, il épluche les archives WSPRNet, soit plus de 200 milliards de lignes de données brutes. Il doit créer un logiciel sur mesure pour éliminer les fausses alertes comme les tempêtes solaires, les interférences ou le chaos normal de l'ionosphère. Et puis, lentement, une image commence à se dessiner. Dans la nuit du 7 au 8 mars 2014, quand le Boeing 777 disparaît, Godfrey trouve environ 130 anomalies WSPR au-dessus de l'océan Indien. Pas du bruit aléatoire, pas explicable par la météo ou des interférences radio. Quand il les trace sur une carte dans l'ordre chronologique, elles forment une trajectoire. Cette trajectoire commence exactement là où les radars militaires malaisiens ont perdu l'avion. De là, elle s'incurve vers le sud-ouest, puis plein sud, exactement le type de virage que les enquêteurs soupçonnaient, mais avec beaucoup plus de précision. Et la piste ne s'efface pas. Elle s'arrête à un point précis, 29,128 degrés sud, 99,934 degrés est. C'est à environ 1500 km à l'ouest de Perth, en Australie. Des eaux profondes, oui, mais à 200 km d'une zone que personne, ni les recherches officielles ni privées, n'a jamais explorée. Pour la première fois en des années, quelqu'un propose une localisation inédite et basée sur des données pour le MH370. Pas une vague supposition. Pas un « peut-être par là ». Un point précis, soutenu par des chiffres concrets. Vous voulez suivre les dernières avancées sur ce mystère? Abonnez-vous et restez avec nous pour découvrir si cette énigme sera bientôt résolue. Mettre les chiffres à l'épreuve. Des chiffres sur une page, ce ne sont que des chiffres. Ils ne sortent pas une épave du fond de l'océan. Ils n'apportent pas de closure aux familles. Pour Richard Godfrey, le vrai test n'était pas de trouver des motifs dans les signaux radio. C'était de prouver que ces motifs résistaient aux questions des sceptiques qui ne voulaient pas de théorie, mais des preuves. C'est pourquoi il a présenté ses résultats à l'Université de Liverpool, à une équipe d'analystes habitués à résoudre des tragédies comme celle-ci. Ces experts avaient aidé à localiser l'épave du vol Air France 447 dans l'Atlantique en 2011. Si les chiffres de Godfrey étaient du vent, il l'aurait vu tout de suite. Alors, qu'a-t-il présenté exactement? Et pourquoi cela a-t-il capté leur attention plutôt que d'être légué au tas des théories farfelues? Décomposons cela.
Le premier élément était une vérification des eurodatages, une sorte de test de réalité. Les perturbations trouvées dans les données WSPR correspondaient-elles à la chronologie du vol MH370? Si ces anomalies radio survenaient des heures avant ou après les signaux en Marsa, toute la théorie s'effondrerait. Mais l'inverse s'est produit. Chaque anomalie repérée par Godfrey, 130 au total, correspondait presque parfaitement, à environ 4 minutes près, à un signal à Marsa. Ce n'est pas le genre de coïncidence qu'on ignore. C'est un motif. Et quand les enquêteurs ont cherché d'autres explications, peut-être un autre Boeing 777 dans le même espace aérien ou un avion cargo, rien ne collait. Aucun autre avion n'était dans ce ciel. Le seul candidat était le MH370. Ensuite, il y avait la géométrie des signaux. Imaginez remplacer une photo floue par une image nette. Les données satellites d'Amarsa donnaient une esquisse grossière de grands arcs couvrant des centaines de kilomètres d'océan. Assez pour deviner, mais pas pour localiser précisément. Le WSPR change la donne. Chaque signal voyageant entre deux opérateurs radio, disons, un en Nouvelle-Zélande et un en Afrique du Sud, est perturbé sur un trajet précis. Quand plusieurs trajets montrent des perturbations simultanées, on peut les croiser comme des lignes sur une carte. Soudain, au lieu d'une zone de recherche grande comme un continent, Godfrey trace des couloirs de seulement 20 km de large. Plus il avait de trajets, plus la piste devenait précise. Enfin, le test le plus délicat, l'empreinte de réfraction. Il fallait prouver que les oscillations dans les signaux radio n'étaient pas du bruit aléatoire. La surface de l'océan, l'ionosphère, voire l'activité solaire peuvent déformer les ondes radio de manière chaotique. Godfrey devait démontrer que ce qu'il détectait était bien l'empreinte d'un gros avion, pas un caprice de la nature. Il s'est concentré sur les signaux dans la gamme des 14 MHz, car cette fréquence réagit de manière prévisible lorsqu'un Boeing 777 la traverse. Pour s'assurer que les résultats n'étaient pas erronés, son logiciel éliminait les perturbations faibles ou confuses. Seules les anomalies claires, autour de moins 25 décibels ou mieux, étaient retenues. Après tous ces filtres, il restait 130 anomalies solides. Et le plus frappant, elles n'étaient pas éparpillées. Elles formaient une ligne à travers l'océan Indien, comme des miettes jetées sur l'eau. Quand l'équipe de Liverpool a passé les chiffres au crible avec une analyse bayésienne, la même méthode statistique qui avait localisé l'épargne du vol Air France 447, ils ont obtenu un résultat remarquable. Leurs calculs montraient une probabilité de 74% que l'épargne du MH370 se trouve dans une petite zone centrée sur les coordonnées de Godfrey. Pour la première fois depuis la disparition, les données n'étaient pas juste prometteuses, elles étaient mathématiquement solides. Imaginez être l'un de ces scientifiques. Vous avez vu défiler des théories farfelues pendant des années, avions volés, bases secrètes, suicide du pilote, même des enlèvements. Et puis quelqu'un vous apporte une piste de données qui s'aligne presque trop parfaitement pour être ignorée. Ce n'est pas une preuve absolue, mais c'est ce qu'on a vu de plus proche depuis cette nuit fatidique. Si cette quête de vérité vous passionne, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines révélations. Les critiques contre le WSPR. Toute nouvelle idée audacieuse suscite des critiques. C'est normal, c'est même ainsi que la science fonctionne. Sans remise en question, ce serait suspect. Avec une affaire aussi lourde émotionnellement que le MH370, le scepticisme a été immédiat et bruyant. Examinons les principales objections à la théorie WSPR de Godfrey et comment lui et d'autres y ont répondu. La première objection est arrivée tout de suite. Le WSPR n'a jamais été conçu pour ça. Et c'est vrai, le WSPR, ou Whisper, comme l'appellent les amateurs de radio, n'a pas été créé pour traquer des avions disparus. Il sert aux radioamateurs à tester la portée de leurs signaux. Mais voici le hic. La science regorge d'outils utilisés d'une manière imprévue par leurs créateurs. Les rayons X, découverts par hasard par Wilhelm Röntgen en 1895. La pénicilline, une coïncidence quand Alexander Fleming remarque une moisissure tuant des bactéries en 1928. Même le GPS, qu'on utilise aujourd'hui pour trouver un café, était à l'origine un système de navigation militaire. Oui, le WSPR n'était pas fait pour trouver des avions. Mais la physique derrière, la façon dont les ondes radio se plient, se dispersent ou se perturbent quand un gros objet les traverse ou est solide, validée depuis des décennies. Même Joe Taylor, le lauréat du prix Nobel qui a inventé le WSPR, a admis que les avions pouvaient perturber ces signaux. Il était plus prudent sur la possibilité de localiser précisément, mais le principe de base, incontestable. Et Godfrey ne s'est pas contenté de la théorie. Il a réalisé un test réel. En novembre dernier, son équipe,
en collaboration avec l'Université de Liverpool, a affrété un Boeing 777 et l'a fait voler sur le couloir présumé du MH370 dans l'océan Indien. Pendant ce temps, des stations WSPR écoutaient. Et devinez quoi? Les perturbations sont apparues exactement là où l'avion se trouvait, presque à la minute près. C'était une preuve tangible, le système fonctionnait en temps réel. La deuxième objection visait Godfrey lui-même. Il change tout le temps de cible. C'est vrai, en surface. Ses premiers calculs pointaient vers un site à 33 degrés sud, puis 34 et enfin 29 degrés sud. Les critiques ont sauté sur l'occasion, disant que ça ressemblait à des suppositions. Mais en science, ajuster ses conclusions avec de meilleures données, ce n'est pas un échec, c'est un progrès. Quand Copernic a proposé que la Terre n'était pas le centre de l'univers, ses calculs n'étaient pas parfaits. Il a fallu d'autres astronomes pour affiner le modèle. Même principe ici. Godfrey n'a pas lancé des fléchettes sur une carte. Chaque changement est venu avec plus de données WSPR et des algorithmes plus performants. Au fil du temps, la zone d'incertitude a rétréci. Et depuis plus de 14 mois, la cible est restée fixe à 29 degrés sud. C'est énorme. Cela signifie que le modèle est stable, ce qui a convaincu beaucoup de sceptiques. Enfin, la troisième objection, celle qu'on ne peut pas totalement balayer. On n'a toujours pas trouvé d'épave à cet endroit précis. C'est juste, tant qu'on n'a pas sorti une aile ou une boîte noire du fond de l'océan, ça reste une théorie. Mais regardons les choses autrement. Commençons par les débris que nous avons. Le flaperon retrouvé à La Réunion en 2015 est confirmé comme provenant du MH370. D'autres débris ont échoué au Mozambique, à Madagascar, en Tanzanie. Ce ne sont pas des débris aléatoires, ce sont des pièces de Boeing 777 liées directement à l'avion disparu. D'où viennent-elles? C'est là que les océanographes entrent en jeu. Au Centre Jomar Helmholtz pour la recherche océanique en Allemagne, des scientifiques ont réalisé des simulations de dérives massives. Ils ont lâché des traceurs virtuels dans des modèles des courants de l'océan Indien et observé où ils échoueraient. En retraçant à l'envers les chemins depuis la Réunion et les côtes africaines, un résultat frappant est apparu. La majorité pointait vers un point d'origine à environ 100 km de la zone identifiée par Godfrey à 29 degrés sud. Pas une vague zone, une zone précise. C'est une confirmation indépendante qu'on ne peut pas ignorer. Résumons, on dit que le WSPR n'était pas fait pour ça. Vrai? Mais la physique est valide et testée. On dit que le site changeait. Vrai? Mais les données se sont améliorées et la cible est maintenant fixe. On dit qu'il n'y a pas d'épave. Vrai? Mais les analyses de dérive pointent directement vers cet endroit. À chaque objection, les preuves répondent plus fort. Si vous voulez être là quand l'épave sera enfin trouvée, abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer des prochaines étapes. Et maintenant, la saison des cyclones dans l'océan Indien Sud est terminée, ce qui signifie que les navires peuvent à nouveau opérer. Et le poids lourd est de retour, Ocean Infinity. Ce nom vous dit peut-être quelque chose, car ils ont dirigé la recherche massive en 2018. Ils n'ont pas trouvé le MH370 à l'époque, mais ils ont depuis perfectionné leur arsenal technologique. Leur vaisseau amiral, l'Armada 7806, est équipé de véhicules sous-marins autonomes UGEN, des sous-marins robots capables de plonger à 6000 mètres, de naviguer sans câble pendant des jours et de scanner le fond marin avec un sonar si précis qu'il peut repérer une épave de voiture sous des kilomètres d'eau. Et voici le gros coup, le gouvernement malaisien a signé un nouveau contrat avec Ocean Infinity. Anthony Locke, ministre des Transports, l'a validé en janvier 2025. La zone de recherche? Une boîte de 15 000 km², centrée sur la zone exacte identifiée par l'analyse WSPR. Le contrat est du type pas de découverte, pas de paiement. Ocean Infinity prend en charge les coûts initiaux, environ 70 millions de dollars, et ne sera payé que s'il trouve l'épave. Cela en dit long. Il ne jouerait pas une telle somme sans croire en la solidité des données. Parlons chiffres. Un seul UGEN peut couvrir environ 500 km² par jour, naviguant à 3 nœuds tout en scannant le fond. Avec une flotte entière opérant 24 juillet, ils peuvent balayer la zone entière en un mois environ. Pensez-y. Plus d'une décennie de frustration et de cul-de-sac, et la réponse pourrait être à moins de 30 jours une fois qu'ils commenceront. Le navire est prêt. Les robots sont prêts. Le contrat est signé. Il ne reste plus qu'à espérer que la fenêtre météo reste ouverte assez longtemps. Alors, après toutes ces années de chagrin, de théories farfelues, de fausses pistes et de spéculations sans fin, les pièces du puzzle s'alignent enfin, des données solides, une cible précise et la technologie pour accomplir le travail. La question n'est plus « Peut-on trouver le MH370 ?» La question est maintenant « Sommes-nous sur le point de clore l'un des plus grands mystères de notre époque ?» Merci d'avoir regardé
Les amis, si cette enquête vous a captivé, faites un gros pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines révélations sur le MH370 et d'autres mystères. Cliquez sur la cloche pour être notifié dès qu'on publie une nouvelle vidéo. Et avant de partir, jetez un œil à la vidéo qui s'affiche à l'écran. Vous ne savez jamais quel mystère vous attend ensuite.